très heureux de venir partager ce travail, les résultats de ces travaux avec vous, sur un thème tellement chouette, c'est « Hommes et femmes, il les créa ». Et Isabelle, mon épouse, m'a dit tout à l'heure, n'oublie pas de leur dire « à son image, il le créa ». Mais comme je vais parler de neurosciences, ce n'est pas ce que vous attendez de moi. Et donc on va parler de neurosciences, et puis donc j'ai pris quelques auteurs avec moi, vous voyez, dont j'ai mis les visages ici, des gens que j'apprécie beaucoup. En fait, cette réflexion sur le masculin et féminin trouve une de ses racines en France, en fait. Simone de Beauvoir, en 1949, avait écrit cette phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». On ne naît pas dès la naissance femme, on le devient. J'ai entendu notre être masculin et féminin se construisent au cours de la vie. Et donc, c'est en effet l'hypothèse des philosophes et des sociologues de ces années-là. Et donc, on va voir ce qu'il en est, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les neurosciences. Voilà. Donc, aujourd'hui, en 2023, on entend parler de dysphorie de genre. Pour qu'on ait un vocabulaire commun, quelle est la définition? La dysphorie de genre qualifie celui ou celle qui estime que son anatomie, son corps, son sexe ne correspond pas à ce qu'il pense être, ce qu'il définit comme son genre. C'est-à-dire qu'il a l'impression de ne pas être tombé dans le bon corps. Il se sent femme, il est tombé dans un corps d'homme, ou il se sent homme et il est tombé dans un corps de femme. En fait, en 1923, on aimerait bien définir ce que sont le masculin et le féminin. Et donc, dans notre contexte où vous allez réfléchir, on réfléchit sur homme-femme, il est créa, de quoi s'agit-il? Donc, quels sont le sens du masculin et du féminin? Pour préciser un peu les questions, y a-t-il une part innée dans la personnalité? Donc, contrairement à ce que pensait Simone de Beauvoir, qu'est-ce que les sciences nous disent aujourd'hui sur une part innée de la personnalité ou pas? Deuxième chose, eh bien, c'est face aux jeunes ou aux adultes qui souffrent, eh bien, écouter ce qui se passe en eux, quand ils se posent la question, ai-je le corps qui convient à ma personnalité? Et enfin, donc, ayant réfléchi là-dessus, on pourra mieux comprendre le sens du masculin et du féminin. Et donc, je me limiterai aux sciences. Je n'aborderai pas la dimension spirituelle, philosophique. Et donc, je me ferai aider donc, de ces quatre auteurs. Simon Baron-Cohen, qui est un Anglais que j'apprécie beaucoup, Dan Siegel, un Américain extrêmement sympathique, Ruth Feldman, une Israélienne, et puis ce cher Charles Darwin. Je ne sais pas si vous aimez Charles Darwin, parce que moi j'ai beaucoup d'amitié pour Charles Darwin, et ce qui me touche beaucoup, j'aime bien le dire à ce moment-là, vous savez peut-être ce qu'il a, quand il était sur son lit de mort, il a appelé sa femme et il lui a dit la phrase suivante: souviens-toi de la bonne épouse que tu as été pour moi. C'est beau, hein, j'aimerais bien pouvoir dire ça à ma femme à la fin de ma vie. Donc on aura deux rencontres, comme l'a dit le père, aujourd'hui sur l'identité et la prochaine fois sur la relation, la complémentarité. Comment est-ce qu'on peut s'entraider entre hommes et femmes pour devenir ce que l'on est. Donc aujourd'hui, l'identité, c'est qui suis-je en fait. Et dans notre présentation, donc on fera le début, vous voyez, on abordera l'être et on commencera à aborder la dysphorie de genre. La prochaine fois, on continuera sur la dysphorie de genre et on pourra mieux comprendre ce que sont le masculin et le féminin qui se comprennent dans la complémentarité. En fait. Donc, naître, cette sacrée Simone. Eh bien, en fait, les neurosciences datent plutôt des 20 dernières années. Des travaux vraiment qui ont changé la donne en sciences datent des 20 dernières années. Donc évidemment, ni Simone de Beauvoir, ni les théoriciens du genre ne pouvaient savoir les choses sur le plan biologique.
Et donc, les neurosciences n'hésitent absolument pas, ils décrivent clairement la formation de la personnalité masculine et féminine bien avant la naissance. Bien avant la naissance, ils décrivent la façon dont notre cerveau devient un cerveau d'homme ou un cerveau de femme, et je vais vous présenter quelques exemples de résultats de l'équipe de Simon Baron-Cohen. Simon Baron-Cohen a fait son travail en posant des questions. La première, à la naissance et les mois qui suivent, les enfants de sexe masculin et de sexe féminin se comportent-ils de la même manière? C'est-à-dire qu'en somme, à la maternité, est-ce qu'on voit des différences déjà, qui ne seraient pas culturelles? Et vous le savez peut-être, mais quand un petit enfant se met à pleurer à la maternité, tout de suite, tous les autres se mettent à pleurer, pas tous, mais un nombre important d'autres se mettent à pleurer, et plus les filles que les garçons. Donc, si c'est pas que les filles sont chouineuses, ça c'est la mauvaise interprétation affreuse, c'est que les filles sont empathiques. Et donc, en fait, elles ont un don pour lire dans le cœur des autres. En moyenne, disons, elles ont plus ce don que nous les garçons. Ce qui explique que s'il y a un appel à l'aide, en moyenne, c'est plutôt elles qui réagissent. Il y a quelques cas aussi. Et en effet, donc, cela va se clarifier quand on va regarder le petit enfant au cours des mois et des années qui suivent. C'est-à-dire que les nouveau-nés filles tendent plus à suivre le regard de ceux qui les entourent, sont plus sensibles aux messages de détresse que les garçons, et en particulier dès 2 ans, les filles ont plus d'aptitude à la communication verbale et non verbale. Elles peuvent lire dans le visage de la maman, ou des frères et sœurs, ou de l'entourage, ce qui se passe. Moi, une de mes filles, on rigolait avec mon épouse, parce que si on serait ici, si quelqu'un d'entre vous a une difficulté, eh bien, on trouverait notre fille assise à côté au bout de 5-10 minutes. Elle a un don d'empathie extraordinaire. Voilà. Les garçons, eux, ont plus souvent un goût plus marqué que les filles pour l'analyse, la recherche des mécanismes. Personnellement, j'ai 15 petits-enfants, donc à peu près la moitié de garçons, la moitié de filles. C'est difficile à 15 de couper à 8-7. Et donc, les petits gars me courent toujours après pour me demander, oui, mais grand-papa, la lumière là, à Noël, qui s'éclaire et qui s'allume, pourquoi elle s'éteint, non pas pourquoi elle s'éclaire. Voilà. Le mécanisme motive plus les garçons, et cela dès le plus jeune âge. Alors, on peut dire, oui, mais ça, c'est parce que c'est culturel, parce que, oui, en effet, peut-être, mais alors à ce moment-là, comment comprendre que c'est vrai aussi pour les petits mammifères des autres espèces? Un petit chat, les chats, vous leur mettez des objets ronds, eh bien les femelles s'intéressent plus aux objets ronds et les mâles plus aux objets carrés dans des mammifères. Pourquoi? Parce que les bébés sont plutôt ronds et que la nature a orienté les mammifères pour prendre soin des petits, et cela, c'est plus présent pour des raisons mystérieuses, grâce à nos gènes, c'est plus présent chez la femme que chez l'homme. Bon, mais alors, c'est bien tout ça, mais comment comprendre? Eh bien, globalement, si vous voulez, il y a une sorte... Nous avons un continuum entre l'empathie envers les proches et l'étude plutôt de ce qui est global. Vous racontez des histoires, moi je raconte des histoires aux petits-enfants, les petites filles se souviennent des détails, les garçons de la globalité. Et en moyenne, toutes les études le montrent, l'homme est plus intéressé et passionné par la globalité, comprendre les systèmes, alors que la femme a ce don de s'intéresser à ce qui est proche, le prochain. Donc, question 2 de Simon Baron-Cohen, mais est-ce que c'est binaire? Les femmes sont empathiques, les hommes ne le sont pas. Les hommes sont
comprend les systèmes, les femmes non, non, pas du tout, pas du tout. C'est un continuum entre ces deux dimensions. Nous avons tous en nous de l'empathie et de l'intérêt pour les systèmes, mais dès la naissance, la fille a bien souvent une inclination et une capacité à l'empathie plus forte que les hommes, en moyenne. Et les hommes, nous avons aussi de l'empathie, mais nous avons en moyenne, donc bien souvent, une aptitude plus forte, disons un goût plus fort aussi pour l'analyse des systèmes, de ce qui est global. Donc la question 3, c'est, mais ça vient comment? Comment ça se fait? Et Baron Cohen a pris comme première hypothèse, parce que c'est ce que disent les neurosciences en général, c'est que peut-être c'était dû à la testostérone. Les hommes ont un bébé dans le ventre de sa maman. Il a à peu près 5 fois plus de testostérone, un garçon, qu'une petite fille. Donc c'était le candidat hormone possible pour créer cette différence, pour sculpter le cerveau masculin. Et donc, il a utilisé, vous savez, on dispose pour des milliers, même des centaines de milliers d'enfants, de dosage d'hormones dans le liquide qui entoure le bébé. Dans le liquide, le bébé nage dans un liquide, dans le ventre de la maman, et dans ce liquide, il y a les hormones qu'il a aussi dans son corps. C'est que les hormones qui sont dans le corps du bébé passent à travers sa peau, et on les retrouve dans le liquide qui l'entoure. Et on dispose donc des dosages de ce liquide pour des centaines de milliers d'enfants. Moi j'en ai 250 sur mon ordinateur, et donc si quelqu'un est intéressé, je peux vous les montrer, c'est banal. Et donc on voit quel est le climat hormonal dans lequel vit l'enfant. Eh bien la testostérone est en quantité très variable. C'est pas les garçons en ont, les filles n'en ont pas du tout. On a tous besoin de testostérone, mais en quantité très variable, et elle est en général plus haute chez les garçons que chez les filles, mais ça peut se chevaucher. Il y a des garçons qui ont peu de testostérone, comme leur petite fille, et des petites filles qui ont plus de testostérone, comme certains garçons. Et ici, je vous ai mis sur quelques centaines d'enfants le lien qu'il y a entre la testostérone, ce que vous voyez en bas du graphique, vous voyez, la testostérone dans le liquide qui entoure l'enfant est entre 0 et 2 dans cette unité, c'est l'abscisse, hein. Et puis en ordonnée, il y a l'aptitude et le goût pour ce qui est systématique, ce qui est mécanique. Donc 10, c'est plutôt donc un goût pour l'empathie, 40, au contraire, c'est un goût pour ce qui est systématique, mécanique. Et on voit des petits triangles qui sont à droite et des petits ronds qui sont à gauche. En effet, les triangles, ce sont les garçons. Donc plus de testostérone, donc à droite. Les petites filles sont les ronds, donc vous voyez, plus à gauche, peu de testostérone, même s'il y a un petit mélange là à cet endroit-là. Pour ce qui est de bas ou haut, c'est-à-dire bas l'empathie ou haut l'esprit mécanique, on voit que les petits triangles sont plus fréquents en haut qu'en bas. En effet, les garçons ont plus de goût pour ce qui est mécanique, et ici, vous voyez, pour l'empathie très forte, il n'y a plus que des filles. En effet, donc, on retrouve bien ce qu'on a dit, mais surtout ce que l'on trouve, c'est le lien tout à fait hautement significatif entre la testostérone et le goût pour la mécanique et l'esprit systématique, qui est un exemple des résultats des travaux des scientifiques, montrant donc que ce qu'on observe chez l'enfant est sculpté en particulier par la testostérone qui est en nous quand on est dans le ventre de notre maman. Par la suite, donc, cela a déclenché des travaux dans le monde entier qui ont confirmé la chose, je vous en ai mis quelques-uns, et en fait, donc, on voit que, en effet, le cerveau de l'enfant est sculpté pour avoir certaines qualités ou d'autres qualités. Et donc, en fait, nos gènes et nos hormones orientent notre personnalité avant même la naissance. Ce que Simon Baron-Cohen exprime de manière un peu crue, le cerveau féminin est principalement câblé pour l'empathie,
Le cerveau masculin est principalement câblé pour la compréhension et la construction des systèmes. Ça va? Si bien que il tente à corriger Simone, parce que Simone de Beauvoir avait dit « on devient femme ». Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tout n'est pas donné à la naissance. C'est une tâche à accomplir. Le masculin ou le féminin, c'est des tâches à accomplir. Mais disons que les fondations sont faites. Il n'est pas juste de dire qu'on ne naît pas femme, on est femme, et on le devient, on le développe, on verra progressivement comment. Deuxième question, c'est cette douleur donc de l'enfant qui se dit « je ne suis pas tombé dans le bon corps ». On va le voir sous plusieurs questions. La première, c'est jusqu'à quel âge se poursuit le développement de mon identité sexuelle? Jusqu'à quel âge, de même que je grandis en taille, je grandis en aptitude scolaire, je grandis dans plein de choses, découverte du Seigneur, eh bien, je grandis jusqu'à quel âge pour l'identité sexuelle? Deux possibilités. Soit c'est fini à la puberté, et à ce moment-là, ce serait dramatique. On ne peut pas espérer que cet enfant qui ne va pas bien retrouve un équilibre. Ou alors, au contraire, cette identité se construit jusqu'à l'âge adulte, et à ce moment-là, ça nous donne beaucoup d'espoir. On peut se dire que cet enfant ou ce jeune qui souffre, en fait, il souffre d'une crise de croissance, d'une difficulté de croissance, de la même manière qu'on peut souffrir parce que notre corps ne nous plaît pas, notre visage ne nous plaît pas, on trouve, je sais pas, les bras trop longs, ou la poitrine qui n'a pas la taille qu'on voudrait avoir, etc. Et donc, est-ce que c'est donc désespérer ou est-ce qu'on peut espérer? On va voir qu'on a tout à fait des raisons d'espérer, car l'identité sexuelle n'est acquise qu'à l'âge adulte. Et pour faire ça, j'ai pris donc Dan Siegel, qui est un homme merveilleux. Ses livres sont traduits en français. C'est un homme qui travaille avec le Dalai Lama notamment, parce que le Dalai Lama, vous le savez peut-être, est très intéressé par les neurosciences de la bienveillance. Comment je peux gagner en bienveillance vis-à-vis de mon entourage et comment ça se passe en moi. Et donc Dan Siegel a deux vocables très importants, c'est la deuxième douzaine dont je vais vous parler, et puis ce qui fait l'essence de l'adolescence. Qu'est-ce que c'est vraiment l'adolescence? Ce n'est pas l'âge bête, c'est une mue du cerveau. En fait, voilà les trois étapes de la croissance de l'identité sexuelle. Cela commence à la naissance et cela se termine aux alentours de 22-24 ans. Je ne sais pas si vous êtes concerné, mais peut-être certains sont dans ces âges. 22-24 ans, c'est 25 ans pour les garçons, presque. Les 24 ans, c'est plutôt les garçons, un peu plus tard que les filles. C'est l'âge où, pratiquement, on a reçu tout ce qu'on peut recevoir de la biologie pour acquérir notre identité sexuelle. Le reste, c'est nous qui allons le faire en devenant ce que nous sommes. Et donc, je vais montrer ces trois périodes et comment cela se passe au niveau du cerveau. Donc, j'ai déjà montré que, in utero, on reçoit les fondations de notre personnalité sur cet axe empathie pour le proche, analyse globale. En effet, les hommes sont empathiques pour le lointain. Les femmes sont plus, en moyenne, ce sont des moyennes. Les femmes, en moyenne, sont plutôt empathiques pour le proche. Le coup classique, c'est la chose suivante. Monsieur et madame regardent la télévision, on apprend une chose terrible, il y a un tsunami. Monsieur dit, il faut qu'on leur envoie de l'argent. La femme répond, si on a de l'argent à donner, il vaut mieux qu'on paye des cours de maths aux petits, t'as vu comment c'est typique. C'est que l'homme est biologiquement orienté vers l'empathie pour le lointain, pour des grandes causes. Pour la femme est biologiquement attentive, aidée pour être attentive aux plus proches. Et donc, c'est très souvent que le couple se dispute, alors même qu'en fait, c'est la merveilleuse complémentarité que Dieu nous donne en nous créant à son image. Il donne cette complémentarité et dont on parlera la semaine prochaine, qui est en tout.
La première année du petit, il est né, et c'est sa première année, il n'a pas 1 an, il a ce qu'on appelle sa mini-puberté. C'est-à-dire que si c'est une petite fille, il est sous estrogène, comme à la puberté de l'âge adulte, et si c'est un petit gars, il est sous testostérone. Et donc la nature continue à féminiser la petite fille et à masculiniser le petit garçon. Et puis à 1 an, c'est fini. Il entre dans la deuxième période, c'est l'enfance. C'est fini les hormones, ce qu'il y avait à donner a été donné. Maintenant, le petit, il est comme dans un stage. Les petits gars, pensez aux petits gars, les petits neveux, je sais pas, les petites filles, ils ont les mêmes hormones. Mais cependant, on voit des petites différences. On voit des petites différences. Et les neurosciences, les scientifiques quantifient plein de différences. Le goût pour les jeux, par exemple, je vous ai parlé, c'est vrai aussi chez les petits mammifères. Mais ce n'est pas binaire, c'est pas tous les garçons font ça, tous les petites filles font ça, mais ils bénéficient donc de ce qui leur a été donné dans le ventre de leur maman, et la première année, ils sont en stage. Il faut bien laisser les petits faire ce qu'ils ressentent bon faire, il ne faut surtout pas les manipuler, comme malheureusement en ce moment on tente à le faire dans les écoles. Il ne faut pas s'amuser à faire porter des jupes aux petits gars ou n'importe quoi, des histoires comme ça. C'est extrêmement maladroit. Le petit sait, et la société sait, ce qui est bon pour qu'un petit gars devienne un homme et peut-être un père, et qu'une petite fille devienne une femme et peut-être une mère. Vous voyez, c'est que priver un enfant de ce qui est naturel, de lui donner le bon sens de la donner, c'est comme si vous vouliez faire pousser des tomates sans mettre de piquet. Hein, ou des haricots montants sans leur mettre de branches. Hein, c'est fichu. Hein, et donc en pratique, cette enfance, c'est vraiment un temps où il faut ficher la paix aux enfants et ils savent ce dont ils ont besoin pour développer. C'est leur stage, c'est très important. En effet, il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que j'agis, mon cerveau s'adapte, se développe. C'est comme un muscle, le cerveau. Hein. Si je fais de la musculation de mes bras grossissent. Si je n'en fais pas, ils diminuent, les muscles diminuent. C'est pareil pour le cerveau. Quand on apprend à lire, on écrit dans notre cerveau, on myélinise les axones qui doivent travailler vite, on coupe les branches qui ne doivent pas se développer. Donc tout ça, ça se fait sans qu'on aille. Il faut faire attention, c'est très délicat. Il faut devenir ce que l'on est. La troisième période, c'est la plus grande découverte des dernières années en neurosciences, très sincèrement, c'est la fameuse deuxième douzaine. On ne comprenait pas l'adolescence. On croyait que l'adolescence, c'était une création de la société moderne, des pays riches, et on prenait comme exemple des peuples où les enfants étaient mariés très jeunes, etc. Mais ce n'est absolument pas vrai. L'adolescence dure 12 ans. Les biologistes disent peut-être même plus. Mais Dan Siegel dit que c'est la deuxième douzaine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est globalement 3 fois 4 ans. C'est la puberté, la poursuite de l'adolescence et l'émergence de l'âge adulte. 3 temps qui peuvent durer chacun plus ou moins longtemps, mais globalement, tout ça se prolonge jusqu'à 22-24 ans. La puberté nous est commune avec les autres mammifères, c'est le temps où on devient apte à transmettre la vie. Donc pendant la puberté, notre corps et notre cerveau, grâce aux hormones spécifiques de notre sexe, s'orientent pour devenir apte à transmettre la vie sur les organes génitaux, la poitrine chez la femme, parce qu'elle pourra ainsi nourrir ses bébés s'il en a, et puis ça lui donne cette belle silhouette féminine. Et tout ça, donc, c'est très important, c'est tout ce qui se fait dans la puberté. Mais à la fin de la puberté, on est quelque part au premier tiers de la route. Il nous reste 8 années de progression. Et cela dépend de chaque espèce, vous voyez. Mais dans beaucoup d'espèces, hein, regardez les éléphants, lorsque le petit fait sa puberté, il a fait sa puberté, les femelles le poussent hors de la harde, il va errer
seul ou avec d'autres mâles pendant un certain temps, et ce n'est seulement que bien longtemps après, lorsqu'il en sera capable, qu'il pourra former un couple, entre guillemets, enfin, les éléphants ne font pas très couple. Il y a beaucoup d'animaux qui font couple, mais pas les éléphants. Et donc, si vous voulez, la puberté n'est pas la fin de l'adolescence, bien loin de là. On a encore beaucoup à acquérir. Le deuxième temps, la suite de l'adolescence, c'est un temps extraordinaire où la nature nous pousse à quitter papa-maman. C'est-à-dire que c'est un moment où la nature, de plein de manières, nous pousse hors de notre famille pour qu'on aille dans la société. Donc c'est l'âge où on n'a plus tellement envie d'aller en vacances avec papa-maman, on a envie d'être habillé un peu de manière à être accepté par les autres, et on a vraiment c'est biologique, ce qui fait que c'est à l'âge où on s'ennuie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet âge-là. Moi, je me souviens encore dire à ma mère, maman, je m'ennuie, c'est terrible, je m'ennuie. Oui, en effet, parce que à cet âge-là, on manque de dopamine. Et c'est volontaire. Les chromosomes font baisser la dopamine pour nous mettre dans un état de malaise, pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on sorte de soi et qu'on aille de l'avant. Et c'est là où subitement, moi c'était génial, c'est génial, maman, si je faisais de l'accordéon, je serais heureux. Mon petit chéri, on va voir si on peut acheter un accordéon, c'est pas si possible. Et puis, dès qu'on a l'objet en question, on est heureux 24 heures, et puis après, ça retombe, mais on est vraiment extrêmement heureux. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que la biologie fait pour nous pousser hors de chez nous. C'est ce deuxième temps très important, parce que pour bâtir famille, il faut déjà être capable de faire face à la société. C'est ce deuxième temps. Et le troisième temps, qui dure bien 4 ans, qui est autour de la vingtaine, c'est un temps très précieux pour l'apprentissage du discernement. Toute notre vie, on apprend à discerner. Discernement, ce que les neurosciences appellent discernement, c'est être capable de peser les aspects rationnels et les aspects affectifs dans une prise de décision pour finalement prendre une décision et dire « je veux », même si spontanément, ce n'est pas ce qu'on aurait fait. Vous voyez? Et ça, donc, c'est quelque chose pour lequel, autour de la vingtaine, on a des dons particuliers qui nous sont donnés pour développer ces aptitudes. En effet, c'est le moment du développement du lobe préfrontal, qui est un élément qui va vraiment donner un grand plus pour notre capacité à dire « je veux » à bon escient. Et donc, vous voyez, il a fallu ces 8 années pour arriver à l'âge adulte après la puberté. Si bien que Dan Siegel dit l'identité se développe jusqu'à vers 24 ans chez le garçon et 22 ans chez la fille. Donc tous ces jeunes qui souffrent autour de nous, vous en connaissez, on en voit. Eh bien oui, personnellement, moi j'appelle de mes voeux qu'il y ait des nouveaux professionnels, de la même manière qu'il y a des orthophonistes. Eh bien, il faut des gens qui accompagnent les jeunes qui souffrent à devenir ce qu'ils sont, accueillir le fait qu'ils sont dans une difficulté dans leur croissance, mais devenir ce qu'on est, c'est pas facile, et donc l'accueillir, c'est normal, parce que sinon la société est extrêmement dure, elle est extrêmement dure, les parents sont totalement paniqués, et on les comprend, c'est une question d'identité, et donc il faut, en somme, ce que disent les psychologues qui travaillent au contact d'enfants comme ça, eh bien c'est premièrement la délicatesse. La délicatesse. Deuxièmement, ne pas tout de suite dire c'est le petit qui a un problème, parce que souvent, le problème qu'il exprime vient de ce qui s'est passé autour de lui. Vous voyez, je pense par exemple à ces enfants à qui on dit toi t'es gentil, t'es pas comme ton père. C'est difficile, t'es gentil, t'es pas comme ton père, c'est difficile après de devenir un garçon. Ou bien des filles qui ont vu le regard extrêmement indélicat de certains hommes et donc qui préfèrent finalement ne pas être une femme, hein, etc. Donc en pratique, souvent, ça vient de nous, adultes, et non pas de l'enfant lui-même, mais toujours est-il que, quoi qu'il en soit, c'est un enfant à accompagner pour que progressivement, il trouve son équilibre. Et pour finir,
Je vous cite une personne que j'aime beaucoup, qui habite pas très très loin d'ici. Je visite son mari qui a des soucis de santé, et elle me dit, elle a lu le livre que j'ai écrit, elle m'a dit, moi j'étais un garçon manqué. Mais vraiment, j'ai souffert toute mon adolescence. J'étais un garçon manqué, je voulais vraiment être un garçon, c'était terrible, et il fallait absolument que je sois une femme. Si tu savais comme je suis heureux d'avoir vécu à cette époque, et qu'on m'a dit, mais si, tiens le coude, habille-toi joliment et tout. Elle est toute belle, c'est une très belle femme, maman, grand-mère, heureuse. Et en effet, elle a eu une période de crise de croissance, et la voilà maintenant heureuse d'être devenue ce qu'elle est. Voilà, je pense que pour ce soir, j'ai pu dire un peu les fondements de l'identité sexuelle. Et la prochaine fois, on ira plus loin, parce qu'en fait, quand Dieu nous crée hommes et femmes, c'est en vue de la complémentarité. C'est-à-dire que hommes et femmes sont complémentaires à l'image de Dieu qui les créa. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas des solitudes, on est dans la complémentarité. Et voilà donc ce qu'on abordera sur le plan biologique, principalement la prochaine fois, puis Isabelle sera là pour éventuellement